Terminal physique-chimie, résumé des formules sur le mouvement dans un champ de pesanteur uniforme. C'est parti. Alors, il va toujours falloir dire le système étudié, donc ici c'est l'objet étudié. Le référentiel, on a trois référentiels, on utilise généralement le terrestre supposé galiléen, le géocentrique, parce que c'est le centre de la Terre qui est au centre du repère. Par exemple, pour étudier le mouvement d'un satellite qui tourne autour de la Terre, de la Lune, etc. Héliocentrique, lorsque c'est le centre du Soleil qui est centre du repère. Par exemple, pour étudier les planètes qui tournent autour du Soleil. Alors, on va devoir utiliser la première loi de Newton, principe d'inertie. Somme des forces extérieures est égale à vecteur nul. Deux situations possibles, soit l'objet est immobile, soit on est en mouvement rectiligne uniforme, le fameux MRU. Utilisons aussi pour la deuxième loi de Newton. Deuxième loi de Newton, principe fondamental de la dynamique. Somme des forces extérieures est égale à masse fois accélération. Et on utilise très peu la troisième loi de Newton, mais je l'ai noté ici, si jamais il y a besoin. Troisième loi de Newton, principe des actions réciproques. La force de A sur B est égale à moins la force en vecteur de F de B sur A. J'ai fait un petit schéma, deux objets A et B. La force de B sur A, c'est la même que F de A sur B, mais dans le même sens contraire. La chute libre, connaître la définition de la chute libre. Donc soumis uniquement au poids. L'objet est soumis uniquement au poids. La formule du poids, bien sûr, il faut connaître. P est égal à mg. Le vecteur g, on peut vous demander de le représenter, donc c'est un vecteur vertical vers le bas. Alors, méthode pour trouver tout ce qui est équation. On va sortir le deuxième loi de Newton, donc somme des forces extérieures est égale à masse fois accélération. On va chercher les composantes de l'accélération. Donc ça peut être sur deux axes AX, AY, ça peut être aussi avec l'axe AZ. Une fois qu'on a trouvé les coordonnées de l'accélération, on va faire une intégration, donc une primitive, et on aura aussi des constantes d'intégration qui vont apparaître, qu'on pourra trouver grâce aux conditions initiales. Donc là c'est simple, pour passer de l'accélération à la vitesse, on fait fois t, donc AX fois t, AY fois t, et on n'oublie pas les deux constantes d'intégration C1, C2. Peut-être que chez vous, ça s'appelle K par exemple, ou une autre lettre, ça dépend de notre professeur. Ensuite, on refait une intégration. Du coup, on aura des nouvelles constantes d'intégration. Et s'il y a déjà un t, ben on écrira à la place t carré sur 2. Donc, admettons que j'avais déjà un t ici. Bah, du coup, j'ai ax fois t carré sur 2. Plus c1 fois t. Le c1 ici, il n'avait pas de t, donc il se prend un fois t. Et plus c3, constante d'intégration. On a du coup fois t carré sur 2, c1, c'est pas c1 ici, c'est c2, fois t plus c4, quatrième constante d'intégration. Donc avec ceci, on va trouver des équations de trajectoire, y en fonction de x. Donc quand vous avez des équations avec du t, c'est des équations horaires, et si vous avez y en fonction de x, ce sera une équation de trajectoire. Voyons maintenant un exemple avec un système qui lance un projectile, donc le trébuchet par exemple. J'ai un objet qui va lancer à partir du point A un projectile avec une vitesse initiale et un angle alpha d'une altitude h. J'ai représenté ici l'objet avec son poids, le poids vertical vers le bas toujours, et le vecteur g vertical vers le bas. Un repère XY. On peut mettre aussi XZ, hein. Faites pas, mais pas dans le piège. Le système étudié ici, ce sera le projectile du trébuchet. Le référentiel sera terrestre supposé galiléen. Et ensuite, on lance la deuxième loi de Newton. Somme des forces extérieures est égale à masse fois accélération en vecteur. La seule force, puisqu'on est en chute libre, lorsque l'objet quitte le trébuchet, il n'y a que le poids. Bien sûr, on néglige les frottements. Le poids vecteur P est égal à MAG. La formule du poids, on sait que c'est mg en vecteur est égal à ma. Et là, on peut supprimer les petits m où on aura g qui sera égal à vecteur a. Je vais avoir l'accélération a de t, donc ax égale 0, ay égale moins g. Alors pourquoi j'ai mis ça? Parce que le vecteur g, il est vertical vers le bas.
Donc s'il est vertical, il est parallèle à l'axe des Y et orthogonal à l'axe des X. Si le vecteur est orthogonal à un des axes, du coup, il vaut 0 à cet axe. Donc AX égale 0. Ensuite, le vertical, comme il est parallèle à Y, bah du coup, il va prendre la valeur du vecteur G. Et pourquoi le moins? Parce que G va vers le bas et que Y va vers le haut. Le vecteur accélération est égal à la dérivée de la vitesse par rapport au temps. On fait une intégration. Pour passer de l'accélération à la vitesse, on fait une intégration. Donc ici, Vx de t, bah du coup, 0 fois t, ça fait 0, plus la constante d'intégration, c'est 1. Ici, j'ai un nombre moins g, donc je vais faire juste moins g fois t, plus la constante d'intégration, c2. On va trouver c1 et c2 avec les conditions initiales. Donc j'ai remis le vecteur v0 ici. J'aurai v0y ici, v0x ici. Donc on va utiliser la trigonométrie. Nous on cherche v0x et v0y. v0x joue le rôle de C1. Cosinus alpha est égal à adjacent sur hypoténuse. Du coup v0x sera égal à la multiplication des deux. v0 fois cos alpha. Sinus alpha est égal à v0y sur v0. v0y égale à v0 fois sinus alpha. Et v0y c'est c2. Comme mon vecteur v0 vers le haut et vers la droite, v0x et v0y sont positifs. Et si v0 descendait, on serait en négatif pour v0y. S'il allait vers la gauche, on serait en négatif pour les x mais positif pour les y. Et s'il allait vers le bas à gauche, négatif pour les deux. Ne tombez pas dans le piège. Du coup, je remplace C1 et C2 dans mon équation horaire. Du coup, je vais avoir Vx de t est égal à V0 cos alpha. Vy de t égale à moins gt plus V0 sin alpha. On fait une autre intégration pour trouver l'équation horaire de position. Le vecteur V0 sera égal à la dérivée de g sur dt. On intègre. Onde primitive. Donc ici, j'ai V0 cos alpha qui représente un nombre. Ce nombre, je vais le multiplier par t, plus faire apparaître la constante C3. Ici, j'ai déjà un t, donc je vais passer en t carré sur 2. Ici, j'ai pas de t, je vais faire fois t. Et je pose la quatrième constante d'intégration. On va trouver C3 et C4, avec les conditions initiales toujours. Donc à t égale 0, ben, ma position initiale, c'est le point A. Position initiale. La coordonnée en x, d'après mon repère, c'est 0. Et y, bah, ce sera l'altitude grand H. Du coup, on remplace C3 et C4. Donc là, j'aurai plus 0, donc je ne le mets pas. X de t sera égal à V0 cos alpha fois t. Et Y de t, j'ai juste à mettre à la place de C4 plus H. Maintenant, on va trouver l'équation de trajectoire. Donc, dans la première équation de position, je reprends x égale V0 cos alpha fois t. On isole le t, donc t sera égal à x sur V0 cos alpha. On remplace tous les t par x sur V0 cos alpha. Donc j'ai réécrit ici la deuxième équation de position sur axe Y. Donc, tous les t qui sont ici, je vais les remplacer par ça. C'est remplacé. Attention à bien mettre le carré avec les parenthèses. On peut simplifier les V0 puisqu'on a un numérateur et un dénominateur en V0. Donc ici bien développer x pour avoir x carré. Et ce qui se trouve en dénominateur va se retrouver aussi en dénominateur ici, dans ma double fraction. Donc je distribue le V0 pour avoir V0 carré et le carré sur le cosinus. Le sinus sur cosinus, absolument à savoir que ça fait aussi tangente alpha. Et du coup, je trouve l'équation de trajectoire.